Mais on est quand même capable de capturer pas mal de feedback côté client. On a mis en place d'ailleurs récemment des workshops avec nos clients un peu interactifs qui nous permettent de capturer leurs grands enjeux et on espère petit à petit en collecter suffisamment pour créer des tendances qui vont pouvoir influencer justement nos roadmaps. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant 1 heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous. Alexis, merci d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode de Product Leader Stories. Bon, comme le veut la tradition, l'auditoire connaît le sujet maintenant. Ce qu'on te propose en premier lieu, c'est de te présenter, nous raconter un petit peu qui tu es. Donc, Alexis Bonnet, je suis responsable groupe pour le design chez Alstom. Donc, on s'occupe de créer finalement des expériences attrayantes pour nos clients dans le monde. Donc, Alstom est une entreprise qui fonctionne beaucoup en business to business, en B2B ou en B2G avec des gouvernements. Ce qui veut dire finalement que on se doit d'intégrer les cultures, les spécifications de nos clients pour répondre à des appels d'offres dans le monde entier. Et notre rôle va être d'incorporer dans les designs qu'on offre à nos clients la plus grande attention vis-à-vis de l'expérience client ou l'expérience de leurs passagers. Donc pour produire vraiment le meilleur design, le plus séduisant encore une fois pour nos clients dans le monde. Très clair. Est-ce que du coup tu peux nous représenter, même si voilà Alstom c'est une boîte assez connue des Français de manière globale, mais est-ce que tu peux nous représenter un peu les activités d'Alstom et justement comment le design est organisé et que tu l'opères dans le monde entier en fonction de ça, par reflet. Tout à fait. Donc Alstom, donc c'est une entreprise aujourd'hui qui fait à peu près 80 000 employés, 85 000 employés dans plus de 65 pays, si je ne m'abuse. Et on a 3 grandes verticales ou 3 grandes product lines, comme on les appelle chez nous. Donc la première concerne la fourniture de trains, donc ce qu'on appelle les matériels roulants. La seconde va concerner toute la partie digitale au sens donc tout ce qui va être software à bord des trains, mais aussi software dans les salles de contrôle pour contrôler des flottes de trains. Okay. Donc c'est une grande partie finalement assez méconnue des activités d'Alstom. Et dans cette branche digitale, on y met la signalisation également. Donc c'est lié. Et il nous arrive dans cette branche-là aussi de vendre des produits qu'on appelle clés en main, donc les turnkey, qui vont nous permettre finalement d'apporter un bundle à un client qui va intégrer toutes les compétences d'Alstom, donc le matériel roulant, la partie signalisation et software, et la troisième verticale d'Alstom qui est l'activité de service, dans laquelle on range l'opération et la maintenance. Parce qu'on ne sait, voilà. Une fois que vous avez vendu le train, vous opérez le train et vous le maintenez pour qu'il soit toujours opérable, quoi. Voilà. Donc sur la partie opération, c'est plus rare. On a une belle, je dirais un beau marché en tant qu'opérateur aux États-Unis sur la partie APM, donc c'est les navettes d'aéroport, Automated People Mover. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'Alstom veut développer et essaie de développer depuis plusieurs années. Donc parfois on est en concurrence avec nos clients historiques. C'est intéressant. Voilà. Donc et au sein de cette activité, exactement, exactement. Donc si on prend des acteurs français qu'on connaît très bien comme la SNCF, on peut se retrouver en compétition dans d'autres pays en tant qu'opérateur ou en tant que mainteneur face à eux. Ah oui, parce qu'ils font la maintenance aussi. Exactement. Ok, très clair. Merci pour l'exemple. Et du coup, la direction, enfin tu vas nous expliquer la cellule, l'entité design chez Alstom. Est-ce qu'elle est répartie dans tous ces métiers? À quel niveau? Est-ce que vous opérez voilà toutes les activités pour être le représentant de l'utilisateur et des usages? Voilà, comment vous êtes orchestré? L'équipe est composée de quel type de profil? Combien de personnes? Voilà, pour comprendre un petit peu.
Donc, l'équipe design, donc c'est une centaine de personnes globalement dans 6 pays. Donc, on n'est pas dans tous les continents, mais on couvre tous les continents. Donc, avec une partie australienne, un petit studio avec 2 human factors, donc plutôt sur la partie ergonomique et 4 designers. Ensuite, on a une équipe à Bangalore en Inde qui va traiter toute la partie Asie, une bonne partie de la partie Asie et évidemment le marché indien. Un studio en Allemagne qui va traiter l'Allemagne et l'Europe du Nord globalement et quelques pays des Balkans. La France, le studio français qui est le plus gros aujourd'hui et qui est un peu l'autorité centrale des 6 studios, s'occupe de la France, de l'Europe du Sud et de l'Amérique du Sud. Et ensuite, on a la partie anglaise, donc vraiment qui est très spécifique en termes de normes. Donc, on a un studio avec 6 designers dans lequel, qui travaillent sur leur marché, uniquement pour l'Angleterre. Et le dernier, enfin, c'est Canada, donc à côté de Montréal, à Saint-Bruno. On a une petite dizaine de personnes qui sont vraiment en charge de toute la partie nord-américaine, donc États-Unis et Canada. Donc ça donne un peu les forces en place. Donc 6 studios avec des experts qui peuvent être soit des designers produits, soit des designers couleurs et matières. Donc designer produit, je reviens pas sur la définition, mais c'est quand même des personnes où on va aller chercher enfin, plus que juste un designer produit, on va s'intéresser à des gens aussi qui s'intéressent à l'espace. Parce que quand on est dans un train, en tout cas, on souhaite vivre ou proposer une expérience. C'est ergonomique. Exactement. Et c'est l'un des seuls, enfin, c'est le seul moyen de locomotion avec le bus, de temps en temps, dans lequel on est libre de ses déplacements. Donc, on n'a pas de ceinture, contrairement à l'avion ou à la voiture. Donc, on peut vraiment aller chercher de l'expérience à offrir aux passagers. Donc, les designers, on va leur demander d'être un peu à la croisée des mondes entre l'architecture, au sens structurel d'un train, l'architecture d'intérieur pour la prise en compte des espaces justement, et puis le design de produit quand on rentre finalement sur la partie plus fine, plus détaillée, la poignée d'un siège, la typologie d'éclairage qu'on aura au plafond. Donc ça c'est le design produit chez nous. Ensuite on a donc les designers couleurs et matières qui sont donc principalement en charge des graphismes, des couleurs et des matériaux. Et donc, leur mission principale, c'est de retranscrire l'identité d'un client sur du matériel roulant Alstom, sur un train Alstom. Donc c'est toute la richesse, c'est qu'on vend un matériel qui est le nôtre, mais il doit porter l'identité du client. Donc voilà, ça c'est une marque blanche presque. quasiment. Et on verra qu'on est en train de se poser justement les questions de à quel point on veut reconnaître Alstom dans tous les cas de figure, tout en laissant cette place prépondérante au client. Donc ça, c'est la partie couleur et matière. Et ensuite, on a donc tous les métiers du digital. Dedans, on met la modélisation 3D, puisqu'il faut rapidement passer du concept dessin au sketch à la modélisation 3D pour pouvoir ensuite faire de l'imagerie photoréaliste et vendre, ou en tout cas proposer dans chacun des appels d'offres, un design book qui va représenter l'intégralité des volumes du train, intérieur, extérieur, intégré dans un environnement qui est l'environnement du client. Si on travaille demain pour le futur tramway de Paris, il faut que le tramway soit représenté dans les rues de Paris comme il le sera dans le futur. Donc les métiers du digital, dedans, je range la modélisation, la visualisation, tout ce qui va être production de films 3D ou d'applications de réalité virtuelle. Et enfin, donc, on a développé depuis quelques années une branche un peu plus UX, UI, donc qui ont commencé par s'intéresser aux besoins des passagers. Donc avec un département en collaboration avec le département Passenger Experience chez Alstom, on vient vraiment dépeindre le passenger de journée, identifier les pain points et puis des marges de design classiques pour aller solutionner ces pain points et créer de l'innovation. Donc ça c'est la partie UX et puis qui s'est étendue petit à petit et qui continue à s'étendre sur la deuxième verticale donc que j'expliquais juste avant, qui est la partie donc signalisation et software. Donc on commence à venir toucher l'expérience utilisateur et le design de l'interface des différents softs d'Alstom. Et du coup, 100 personnes, c'est quand même une belle organisation. Aujourd'hui, comment tu t'animes tout ça? Comment tu fais vivre ce sujet-là? Parce que j'ai eu beaucoup de directeurs du design, notamment chez les industriels, et ils me disaient,
un défi, c'est de faire vivre le design dans une culture, qu'on le veuille ou non, très ingénierie Oui. chez les industriels. Donc voilà, comment toi tu vois les choses, comment tu arrives à l'opérer, est-ce que tu as vu une évolution, parce que ça fait un moment que tu es chez Alstom, si je me trompe pas, donc est-ce que tu as vu une évolution opérée de ce point de vue-là aussi Alors c'est une bonne question et ça fait partie des challenges du quotidien. Effectivement, on est dans une société sans designer, ça paraît beaucoup, mais rapporté à 25 000 ingénieurs, c'est ridicule. Donc on est dans ce rapport de force quotidien qui est complexe. Je pense qu'on a été par le passé un peu rangé dans la catégorie designer au sens, je vais être très péjoratif, mais décorateur presque. Ça n'a pas toujours été le cas, mais il y a eu une période où ça l'a été, et en ce moment et depuis quelques années, on a retravaillé à remonter justement un peu l'estime du design, l'échelle de valeur et ce qu'on peut apporter aux différents projets. Mais ça reste une société effectivement enfin, dirigée par des ingénieurs finalement. Donc ça reste un challenge du quotidien d'acculturer les gens autour de nous. Donc ça passe et c'est du on est en cours de process, hein, ça n'est vraiment jamais fini et je pense qu'on peut toujours faire mieux, clairement. Mais donc ça passe par des formations qu'on est en train de dispenser et d'améliorer aussi aux ingénieurs un peu clés pour leur faire comprendre la valeur ajoutée du design, ce que ça peut apporter à une entreprise. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, on est dans ce réseau donc de 6 studios en termes de on va dire de routine et comment on le fait vivre. C'est plutôt cellulaire, Voilà, là pour le coup, région par région. exactement. Donc ils sont, comme je l'ai dit, ils sont tous responsables d'une partie d'une partie du monde en fait, Ouais, en termes de clients. Et donc la complexité et le défi intéressant, c'est de trouver encore une fois ce lien entre les différents studios. Donc les outils, c'est une chose, les process, c'en est une autre. Ensuite, il faut faire vivre ça au quotidien avec des routines, avec des rencontres, avec du partage d'expériences, parce qu'il y a des très bonnes choses qui émergent dans les différents studios. Ensuite, on peut les capturer, ça, en général, on y arrive. Euh, Ensuite, les diffuser, c'est une autre question encore. Donc, on y travaille beaucoup. Je dis pas, encore une fois, qu'on est arrivé au bout. Je pense qu'il reste du travail à fournir, mais ça commence. Il y a un point d'honneur qu'on s'est mis dès le début, en tout cas que moi je me suis mis quand j'ai pris ce rôle, c'était de vraiment créer une seule et même équipe. Je pense que mon prédécesseur avait déjà bien commencé le boulot et j'ai continué dans cette direction, c'est de faire comprendre aux gens, on est 6 studios, on a des cultures différentes, mais nous sommes une seule équipe. J'ai la chance de les avoir tous rattachés finalement hiérarchiquement, donc ça facilite évidemment les choses. Il y a moins d'électrons libres, donc ça c'est plutôt très positif. Ensuite, quand on est en organisation de projet, ils sont complètement libres évidemment d'aller se répartir dans les différents projets d'Alstom. Donc c'est là, je pense aussi que c'est aussi la force, c'est de garder cette liberté et indépendance régionale, tout en réussissant à créer ce lien fort entre les différents membres de l'équipe. Et pareil, j'en discutais chez des providers qui ont les mêmes problématiques que vous, je pense, où vous êtes quand même des métiers, comme tu le disais, business to gov pour beaucoup, soumis à des gros appels d'offres, etc. Est-ce que tu penses que le design vient jouer un rôle justement pour être client-centric, user-centric et peut-être faire la différence aussi, parce que bon, au bout d'un moment, quand on a 4 boîtes d'ingénierie, bah après, bon, oui, il y a des niveaux de perf, il y a des réputations, etc. Et peut-être que ça peut permettre aussi de faire la différence, non? Effectivement, sur la partie appel d'offres, c'est très dépendant du contexte. Il y a des clients qui vont noter dans leur cahier des charges techniques, enfin cahier des charges global d'appel d'offres, qui vont mettre une pondération sur le design. Ça peut aller de 0% jusqu'à 20%. On a déjà eu 20%. Quand le design représente 20% de la note, on commence à avoir un énorme levier. Et en tout cas, il y a une belle visibilité au niveau de l'appel d'offres et au niveau d'Alstom évidemment. En tout cas sur comment on peut faire balancer la décision grâce au design. Par contre, la plupart du temps, on est plutôt vers les 4%. Ensuite, quand on groupe différents critères, on peut grouper donc l'expérience passager, on peut grouper la qualité ressentie à travers le train,
la pertinence du diagramme, l'organisation des sièges. Donc il y a plusieurs critères comme ça qui mis bout à bout, même la maintenance. Si demain on dessine des sièges qui sont plus légers, ça va faciliter la maintenance sur le long terme. Si on utilise des matériaux qui sont plus résistants, résilients dans le futur, ça va faciliter la maintenance. Donc c'est ce genre. Si on utilise des couleurs sombres, ça va permettre de moins avoir à nettoyer le sol, par exemple. Donc toutes ces choses-là vont avoir une incidence. Donc finalement, quand on fait la somme des critères dans les cahiers des charges des clients, globalement qui demandent le coût de possession le plus bas, des délais de livraison les plus courts et un coût d'achat le plus bas également. Tout le reste des critères peut être un petit peu lié finalement à ce qu'on peut apporter. Donc c'est intéressant. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit toujours valorisé en interne au bon niveau, mais je pense que ça avance. Ça avance. Ok, chouette. Tu m'évoquais là quand on avait préparé l'épisode, je révèle pas de secret de chapelle, le fait que, et c'est vrai, le design est très transverse et peut permettre de déciloter au regard de l'expérience utilisateur, une organisation, apporter une vision différente. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un élément sur lequel vous opérez, sur lequel vous avez tiré des learnings et que tu peux peut-être expliquer un petit peu? Euh, Globalement, aujourd'hui, donc je le disais en début d'interview, mais on est enfin, on a été très focalisé sur la partie matériel roulant, donc sur les trains. Et petit à petit, on essaie pas de s'en extraire, parce qu'il est extrêmement important qu'on y reste, mais de se diversifier et d'aller justement s'inscrire dans les deux autres verticales chez Alstom. Voilà, exactement. Donc serviciel et le côté digital au sens développement de software. Donc, on essaie d'apporter les méthodologies design, donc le design thinking, la recherche in situ, l'identification des user de journée donc côté customer de journée ou passenger de journée, les deux. Et à l'issue de ce type d'atelier, on est capable ou de recherche, on est capable aujourd'hui de proposer des quick wins qui vont nous permettre de valoriser encore une fois la démarche et de faire aussi prendre en considération, de faire réaliser à nos interlocuteurs techniques internes que finalement il y a la technique, il y a le côté financier évidemment, mais il y a aussi le design qui peut apporter quelque chose dans le schéma décisionnel. Aujourd'hui, là-dessus il n'y a aucune nouveauté, mais le fameux trigramme entre la désirabilité du produit, la faisabilité technique et la viabilité financière, c'est quelque chose que j'essaie de valoriser au maximum. Et c'est vrai que parfois dans les C'est le sociétés propre de industrielles, l'approche produit. exactement, et dans les sociétés industrielles, parfois on a un peu tendance à tirer très fort sur le financier et le côté technique, et le côté désirabilité passe un peu en variable d'ajustement. Donc c'est là-dessus qu'on est en train aussi de créer j'espère un mouvement positif. Certains de nos clients, et c'est là où c'est intéressant, ont déjà cette démarche extrêmement centrée utilisateur, ont déjà une maturité design très avancée, et donc vont forcer quand je dis d'ailleurs, quand je parle d'Alstom, je mets quasiment tous les vendeurs de trains dans le panier, dans le même panier, hein. C'est-à-dire qu'on est tous à peu près au même niveau aujourd'hui sur ces aspects-là. Et donc, on est parfois forcé par nos clients de d'aller beaucoup plus loin sur la démarche justement design et de l'intégrer beaucoup plus profondément dans nos appels d'offres. Donc, c'est ce qui nous fait aussi mûrir et c'est ce qui nous donne aussi des bons des jetons, on va dire, ou en tout cas des bonnes raisons de faire avancer les choses chez nous. Et t'évoquais que tu avais du coup plusieurs métiers du design là-dedans. Est-ce que tu vois des similitudes et des différences suivant justement les métiers entre voilà un designer plutôt sur de l'ergonomie, un designer plutôt comme tu disais sur les couleurs, euh, l'esthétique, un designer plutôt sur l'UX, UI. Euh, est-ce que tu vois à la fois des pots communs et à la fois peut-être des différences Alors oui, en termes de communalité entre les différents métiers du Ouais, c'est design, ça. il y a des choses qui sont effectivement il y a un tronc commun. Alors je dirais plus le process qu'on a mis en place qui est donc nous sommes intégrés au process de d'ingénierie d'Alstom. Donc ça c'est intéressant, c'est déjà une étape qui est plutôt positive pour un département design. On n'est pas la variable d'ajustement, nous sommes vraiment dedans. Et donc ça c'est le chemin obligé pour tous.
En tout cas, la partie product design, CMF, donc couleur et matière, et finition, et digital design au sens modélisation 3D, visualisation. Donc ça, ce sont les acteurs historiques du département. Donc il y a effectivement un pot commun, une communalité de fonctionnement. Les outils sont différents, mais servent je dirais, à atteindre le même but. La partie UX, et c'est là où c'est intéressant, donc on a ce qu'on appelle nous des UX researchers. Il y a des purs designers d'interface au sens vraiment esthétique de l'interface, et puis on a des gens qui vont pouvoir questionner le côté architecture d'un écran. Et donc ceux-là, c'est ceux finalement qui vont se retrouver le plus potentiellement en interface avec les autres verticales encore une fois, et c'est ceux qu'on va pousser le plus vers les autres verticales. Donc le plan il est déjà en partie enclenché, donc c'est de se dire comment on se sert de l'UX au global pour valoriser toutes les activités du design. Et donc effectivement une personne, un designer qui va plutôt UX qui va partir faire une étude terrain aux États-Unis pour un futur appel d'offres, il va revenir avec énormément d'insights. Il sera capable de faire le user journey, il sera capable de faire déjà pas mal de choses. La petite marche supplémentaire, c'est comment on retranscrit ça finalement en solutions concrètes qui vont se retrouver dans les trains. Et c'est là où les product design peuvent prendre designers, pardon, vont prendre le relais et vont pouvoir transformer ça dans les appels d'offres notamment. Ou dans le développement de la R&D de nos futurs produits. Et justement, dans ce framework d'ingénierie dans lequel vous insérez, est-ce qu'il est le même par région ou est-ce qu'il y a des évolutions par rapport au culturel, par rapport aux attentes des clients euh, ou au contraire, non, c'est plutôt une démarche que vous avez, que vous industrialisez Non, je dirais que c'est le but recherché, il est clairement d'être justement sur un process commun, ce qui est le cas de toute façon de tout Alstom. Donc Alstom a racheté Bombardier, la branche ferroviaire de Bombardier il y a 5 ans. Ça a été un énorme chantier, mais on les a intégrés donc avec justement cette communalité de process. Et nous, on a appliqué la même chose au sein du département design. Donc on est vraiment aligné sur les différents milestones qu'on va proposer et en appel d'offres en interne et lors de la phase de développement. Ce qui est extrêmement intéressant d'ailleurs, c'est que contrairement à d'autres industries type l'automobile, Oui. nous sommes au contact des clients. Donc une fois qu'on a la chance d'avoir gagné un contrat, on attaque le fameux cycle en V. Oui. Et donc dans toute la phase de conception, on va avoir 5, 6, 7 échanges très formalisés avec le client dans lequel on va lui montrer les avancées de son train. Donc à travers ça, donc c'est un process qui est effectivement unifié à travers tous les studios design et à travers ces gates ou ces milestones avec le client, on a un échange qui est extrêmement riche puisque on va alors parfois ça peut être un peu tendu puisqu'on va lui amener des axes de rationalisation de son produit, mais globalement ça se passe quand même très bien ça nous permet d'être les représentants de la voix du client lors de la phase justement de développement du train. Donc ça, c'est vraiment transversalisé à l'ensemble des régions qu'on traite finalement. Ouais, puis du coup, après, comme tu dis, vous êtes une vraie force Mm. sur des phases amont parce que vous connaissez bien les clients et souvent parfois bien mieux que Mm. les autres équipes qui sont pas à leur Qui contact ou... sont parfois moins à leur contact. Hmm. Et je pense d'ailleurs, il y a un enjeu sur lequel on n'est pas au niveau aujourd'hui, c'est comment on redistribue ça. Alors, on a évidemment, on est que designer, hein. Ouais. Enfin, nous ne sommes que des designers, donc on n'est pas des ingénieurs. Je suis incapable de dire quelle puissance doit avoir le bogie, qui est l'ensemble essieu, roue et moteur d'un train. Euh, mais on est quand même capable de capturer pas mal de feedback côté client. On a mis en place d'ailleurs récemment des workshops avec nos clients un peu interactifs qui nous permettent de capturer leurs grands enjeux et on espère petit à petit en collecter suffisamment pour créer des tendances qui vont pouvoir influencer justement nos roadmaps. Ok, excellent. Et justement, sur ce process industriel groupe que vous défendez, vous avez intégré, du coup, comme tu disais, post-rachat d'autres entités, etc. Est-ce que le design est venu l'influencer? Est-ce que, au contraire, si tu n'avais pas eu un process d'ingénierie fixe, tu aurais fait différemment? Voilà, à quel point les cordes viennent s'orienter et est-ce que c'est un processus aussi qui est itératif? Est-ce que vous allez le faire évoluer ou vous le faites évoluer aussi
Ça évolue. Ça évolue. Alors, l'avantage d'être impliqué dans le processus global, c'est que on est présent et on est un acteur incontournable. Le désavantage, c'est qu'effectivement, comme tout le monde est impliqué c'est un processus à l'échelle de la société, donc il y a une certaine inertie forcément quand on veut le faire évoluer. Mais évidemment, il y a une sorte d'amélioration continue qui est portée par différentes entités et qui permet d'évoluer quand on voit que les choses ont besoin d'être adaptées. Excellent. Tu disais d'aller sur la partie servicielle quand on passe d'un produit physique, un train, un gros matériel, à du service et euh, des services numériques, etc. Là, pareil, où c'est pas les mêmes timings, c'est pas le même processus peut-être de vente, je sais même pas d'ailleurs. Voilà. Est-ce que là aussi, il y a des adaptations culturelles ou sur le mode opératoire que tu as dû mettre en place au sein de tes équipes? Globalement, on n'utilise pas forcément les mêmes compétences, Mm. pour l'instant en tout cas, et qu'on est plutôt au début de la démarche. Je pense que oui, enfin, clairement, il y a des adaptations. Ensuite, on en est encore dans la phase de capture. C'est-à-dire que sur la partie digitale, c'est bien entamé, et là, on commence à dessiner des interfaces, Mm. à dessiner, à concevoir des interfaces. Sur la partie purement servicielle, donc encore une fois, je vais redéfinir serviciel puisque chez nous, c'est donc Oui, c'est toute la l'opération, partie la maintenance. maintenance. Donc demain, comment on peut améliorer si je résume un peu le point, c'est comment on peut améliorer la maintenance d'un constructeur, enfin d'un mainteneur ferroviaire grâce à des méthodos de design au global. Donc UX, design thinking, recherche terrain, interview, construction de user journey. Donc oui, à ma connaissance, c'est quelque chose d'assez nouveau qu'on essaie de mettre en place. Et donc je l'espère, quelque chose qui va apporter du gain en tout cas. Mm. Mais on est encore au début de cette démarche-là. Donc j'ai peu de retours encore sur expérience pour pouvoir en parler. Par rapport à la partie logicielle, peut-être? Donc, donc effectivement, sur la partie logicielle, on est aujourd'hui en train d'implémenter certaines nouveautés donc dans des softwares qu'on est en train de développer pour les trains. Faut imaginer donc Alstom crée des logiciels pour les salles de contrôle notamment. Donc on imagine quand on a l'image de la salle de contrôle avec les écrans absolument partout. C'est impressionnant. Ça, c'est le premier cas d'usage. Et ensuite, on a aussi d'autres logiciels qui peuvent tourner sur des suites, enfin, enfin, en application web. Et donc, il y a une vraie, à partir du moment où on est sur de l'opération ou de la maintenance, il y a une vraie nécessité d'efficacité. Un opérateur qui fait pendant 20 ans la même tâche, euh, on peut imaginer que si on arrive à lui faire gagner 20 ou 30% d'efficience Mm. sur cette tâche-là, c'est un gain quand même global qui est assez énorme et significatif. Donc c'est effectivement nous, on va aller rechercher. Donc on a déjà, évidemment, on n'est pas les premiers à y avoir pensé chez Alstom. On a des ergonomes, il y a des experts UX aussi qui existaient depuis avant même que j'arrive dans cette société, je pense, et qui sont déjà sur le coup. Nous, ce qu'on veut apporter, c'est la couche un peu plus design, dans le sens vraiment déjà upgrader ou on va dire rafraîchir nos connaissances de la base des utilisateurs en allant sur le terrain les observer, les interviewer Mm. et ensuite reproposer des choses donc avec cette méthodologie design. Donc ça c'est la partie qui est un peu connexe entre la partie servicielle et la partie digitale. Et sur la partie purement digitale, comme chez d'autres industriels, aujourd'hui il y a un enjeu d'avoir un design system plus holistique et plus global justement pour casser un peu les silos entre ces trois verticales. Donc c'est quelque chose qu'on a lancé il y a presque un an maintenant sur les trains, donc le produit physique. On est en train de le lancer, enfin en tout cas mon ambition c'est de pouvoir le déployer côté digital et c'est quelque chose vraiment vers lequel on essaie d'aller de façon assez volontaire, on va dire, en ce moment. Excellent. Je me permets de rebondir par rapport à ça, justement, sur les sujets un peu de demain. Quelles sont les tendances que tu vois émerger dans le monde du design ou plus globalement qui vont venir vous impacter en tant que direction design, t'impacter directement
voilà, que t'appréhendes et sur lequel tu te penches. Non, mais alors, bon, évidemment, je peux pas faire l'impasse sur l'IA puisque c'est disruptif pour tous les métiers. Aujourd'hui, je pense que moi, j'ai jamais eu, enfin, j'ai pas encore de crainte sur le fait d'être remplacé par une IA, ou que les personnes de mon équipe soient remplacées par une IA. Je pense que les gens commencent à réaliser que c'est plutôt un outil. On arrivera peut-être un jour où ce sera plus performant et dans quelques années, mais on a encore, je pense, une bonne demi-douzaine d'années avant de vraiment voir en tout cas dans le design pur, des gens remplacés par une pure IA. Par contre, aujourd'hui, je pense qu'on peut comparer un peu ça au changement entre la planche à dessin Et versus l'ordinateur. Photoshop ou l'ordinateur. C'est un peu à ça, moi, que je fais Bien sûr, référence c'est assez un souvent. changement de paradigme Exactement. technologique fort, quoi. Ou des modeleurs physiques. Si je prends l'automobile à une époque, ils faisaient des maquettes échelle-une en physique et qui sont passés à la modélisation 3D. Bien sûr. Donc de nombreux modeleurs physiques ont réussi la transformation vers le modelage numérique et ça faisait d'ailleurs les meilleurs modeleurs numériques puisqu'ils comprenaient les volumes, ils comprenaient vraiment la forme. Ils avaient l'œil, ils avaient l'interprétation des lignes, ça marchait vraiment bien. Je pense qu'on est un petit peu dans ce virage-là également avec l'IA pour plusieurs métiers de la création. On n'est quand même pas encore. J'ai peu d'exemples autour de moi où on a du premier coup le résultat souhaité avec l'IA. Bien sûr. Par contre, évidemment, ça réduit le cycle de création global. Ça offre une multitude de possibilités. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, le challenge, il est plutôt à la curation. C'est-à-dire que on va se retrouver avec une centaine de tests. Et comment on fait le tri dans ces tests? Prends le bon, ouais. Exactement. Et donc, c'est là où les paradigmes changent. Donc, bon, l'IA, va fortement impacter la façon dont on travaille. Elle le fait déjà, évidemment. Nous, on a des enjeux comme grands groupes industriels de confidentialité, de droit de propriété intellectuelle. Bien sûr. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut... De brevets, j'imagine. de aussi. brevets. C'est-à-dire qu'on peut pas mettre n'importe quoi dans l'IA. On a des accords avec certains grands providers d'IA, évidemment. Bien sûr. On travaille avec eux. Mais il nous manque toujours l'autre provider, puisqu'il a une IA qui a évolué. Comme il y a une course Ah oui. entre C'est les difficile différents modèles bien d'IA, sûr. et qu'on n'est jamais... C'est dur de s'engager. Voilà, on peut pas s'engager avec tous en même temps, il faut faire un choix. On a vu d'ailleurs l'évolution entre ChatGPT pour les citer versus Google et Gemini. Ouais, Gemini a complètement rattrapé son retard et est en train de dépasser tous les moteurs Microsoft. bien sûr. Donc selon le pari qu'on a pu faire au début, parfois on peut se retrouver distancé et en général on va rattraper, je pense. En tout cas les grands acteurs de l'IA vont continuer à faire la course, donc ça devrait évoluer. Donc ça c'est le premier point. Après, je pense que nous, on est dans un milieu, ou dans un contexte pour le ferroviaire, et là, enfin, ça va impacter le design, mais c'est moins centré design. C'est plus sur on va dire la croissance du marché global ferroviaire, absolument diabolique. C'est-à-dire qu'on est sur un rythme de croissance qui est aujourd'hui, je crois, évalué à 3% par an de besoin de matériel roulant à travers le monde. Et il y a une urbanisation qui est absolument folle aussi, et qui est en marche et qui va continuer. J'ai plus tous les chiffres, mais je crois que c'est 70% de la population en 2035 va vivre dans des milieux urbanisés. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver des solutions quand on voit qu'il y a déjà des énormes problématiques de déplacement au quotidien. Donc il faut investir massivement, enfin dans beaucoup de villes, on va investir massivement dans des matériels de transport ferroviaire. Plus performant. Voilà. Parfois de la rénovation, parfois de nouvelles lignes, parfois un nouveau système complet puisque il n'en existe pas dans la ville. Donc pour Alstom c'est plutôt bien et je dirais que le gâteau global du ferroviaire augmente d'année en année. Donc ça c'est le contexte et nous en termes de design à l'intérieur de ce contexte, il faut qu'on arrive justement à proposer des solutions qui répondent à ces enjeux, qui sont les enjeux de nos clients. Donc de pouvoir mettre un maximum de personnes à bord dans un confort relatif, qu'on puisse les aider à pousser le modal shift, enfin donc le report modal pardon de la voiture notamment vers le train. Ça c'est pour la partie plus régionale ou les trains suburbains, les RER en France. C'est ce qui est intéressant parce que on est en compétition avec plutôt la voiture sur les trains donc régionaux et suburbains. On est presque en compétition avec
l'avion sur la grande vitesse, ça sans conteste. Et par contre, on va être en compétition avec le vélo, la voiture et les trottinettes sur la partie très urbaine, donc sur le métro et le tramway. Donc ça rend les choses extrêmement intéressantes. Et donc nous, en tant que designers, notre challenge, ça va être d'offrir une expérience aux passagers la meilleure possible pour lui donner envie de prendre le train. Donc il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène, de toute façon, il y a une montée en puissance de la mobilité ferroviaire, quoi qu'on fasse. Donc il y a du marché pour les acteurs du ferroviaire. Et de l'autre côté, il y a la montée en puissance que nous, on doit apporter sur la qualité de l'expérience pour que les passagers, finalement les clients de nos clients, aient envie de prendre le train à la place de leur voiture, de leur vélo ou de l'avion. Voilà. Après, sur le design pur, je pense que il y a toute la partie éco-design. Ouais. Donc aujourd'hui, chez Alstom, il y a des ingénieurs éco-design, il y a des experts éco-design qui ne sont pas dans le département design. D'accord. Parce que ça va couvrir les matériaux de tout le train. Ah oui, ok. Donc Ils là-dessus, sont presque côté métier, du coup. Exactement. Et donc nous, on est en interface avec eux et ce sont des choses qu'on essaie de prendre au quotidien. Donc j'aime bien dire aux designers, il faut absolument que vous considériez des matériaux qui ont déjà eu une première vie, donc recyclés, ou qui pourraient avoir une deuxième vie, donc recyclables. Et c'est ce qu'on essaie de pousser vraiment dans la plupart de nos appels d'offres aujourd'hui. Excellent. Ah oui, l'effet upcycling, Exactement. ça va jouer effectivement la circularité. Exactement. Ok, très clair. Peut-être un dernier point. Ouais, avec plaisir. Sur l'évolution donc des métiers et qui a été en fait le précurseur de ma prise de conscience il faut absolument qu'on investisse le terrain de l'UX et l'UI, c'est l'information aux passagers. Donc on a aujourd'hui un enjeu, quand je dis on, c'est nos clients ont un enjeu aujourd'hui d'orientation des passagers. Tu te souviens probablement dans les gares de RER il y a quelques années, il y a peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années, je me souviens quand je suis arrivé à Paris pour faire mon école de design, j'étais complètement perdu sur les quais de tramway, de RER, pardon. C'était l'enfer. J'étais incapable de me diriger. Alors j'étais aussi provincial arrivant à Paris, c'était compliqué. Mais disons que le wayfinding, donc l'indication qui permet de t'orienter dans les stations, était pas là pour aider non plus. Et donc ça c'est quelque chose qui a énormément évolué dans tous les pays du monde. Globalement, il y a une grosse prise de conscience et donc ils ont fait d'énormes efforts. Et nous, sur la partie design de train, et parfois même on peut déborder un peu sur le quai, on va essayer d'offrir aux clients la possibilité donc d'orienter au mieux leurs passagers. Et c'est finalement de l'argent. C'est-à-dire que la façon dont on va remplir un train, dont on va répartir les clients tout le long de la rame, va permettre de charger plus le train, et donc in fine de déplacer plus de gens. D'accord. Et là, on en arrive au concept que j'adore, qui est le nombre de passagers par heure par direction, le PPHPD pour les experts en anglais, l'acronyme anglais, et finalement c'est de l'argent pour les opérateurs à la fin, puisque plus on met de passagers dans un train, plus c'est de tickets vendus, moins c'est également de frustration. Il y a beaucoup de simulations qui sont faites. On voit qu'avec un affichage, par exemple, qui va orienter de façon très simpliste les gens au centre d'une rame, on va créer des bouchons, on va moins charger la rame, on va déplacer moins de gens, on va augmenter le temps d'échange, c'est-à-dire le temps d'arrêt en station. Donc tout ça, ça ralentit finalement le système complet. Et à la fin de la journée, c'est des milliers de personnes qui sont pas déplacées en moins, qui sont déplacées en moins. Donc à travers l'interface qu'on peut offrir pour orienter les passagers, on est capable de générer vraiment une valeur ajoutée pour nos clients. Donc ça, c'est un enjeu en termes de design qui est fort. Au sens structurel sur le train, comment on est capable d'afficher au mieux des informations, et au sens de design d'interface, quand on a la chance de participer avec nos clients à cette définition. Excellent, avec une vraie valeur business en Exactement. Excellent, ça c'est un super élément et super témoignage. Merci beaucoup Alexis, on arrive en fin d'épisode et je trouve que c'est bien de finir là-dessus parce que c'est vraiment très intéressant. Merci pour ton temps du coup, j'imagine que tu restes joignable si certaines personnes veulent réagir à l'épisode. Chouette. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Upvisory et moi-même, nous tenons à votre disposition
pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!